Merci, bienvenue à toutes et tous au Collège Belgique et plus particulièrement notre cycle de conférences Construire les futurs de l'élevage bovin wallon. Alors ce cycle de conférences est issu en fait des travaux du projet de recherche ProBOV, Pro pour prospective et BOV pour bovin. En effet, le Centre wallon de recherche agronomique de Gembloux a aujourd'hui la prospective dans le secteur agricole dans ses attributions et c'est donc lancé tout d'abord dans le secteur bovin, puisque c'est de loin le principal secteur de l'agriculture wallonne. Alors, c'est un travail qui est évidemment multidisciplinaire. Donc, dès le début, les agronomes se sont associés avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique qui nous ont apporté leur éclairage, plus particulièrement au niveau méthodologique. Alors, nous avons eu nous en avons eu 3 plus exactement jusqu'à présent, et donc il y a 4 parties en tout pour ce cycle. Alors, la semaine dernière, nous avons présenté l'élevage bovin wallon, son évolution et les enjeux que nous avions pu définir pour l'avenir. Ensuite, nous avons eu le point de vue des sciences humaines avec M. Guillot de l'IWEPS qui nous a présenté les grandes lignes de la démarche prospective. Hier, nous avons pu voir ce que le mariage des deux visions pouvait donner, donc d'une part les sciences appliquées, d'autre part les sciences humaines, avec les résultats auxquels nous sommes arrivés dans le cadre du projet ProBOV. Et aujourd'hui, nous avons la dernière partie, donc, qui est une table ronde avec des représentants du monde agricole, mais aussi de la société civile qui vont vous faire part de leur vision, de leurs craintes, de leurs espoirs pour l'avenir du secteur bovin wallon. Alors, quels sont les intervenants d'aujourd'hui? Eh bien, nous avons tout d'abord 2 animateurs de cette table ronde. Monsieur Jean-Luc Guillot, donc, qui est directeur scientifique responsable de la direction anticipation des phénomènes socio-économiques à l'Institut wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique, et Monsieur Pierre Rondia, donc, qui est ingénieur agronome, maître de recherche au Centre wallon de recherche agronomique, qui a obtenu également un certificat en analyse prospective et qui est spécialiste des productions animales. Alors, nous avons invité aujourd'hui 5 intervenants donc, pour participer à cette table ronde. Alors, nous avons M. Laurent Gaumont. Donc, M. Gaumont est agriculteur à Liernu, donc, dans la région de Gembloux. Il a travaillé d'abord en famille avec son père, puis seul, et il travaille aujourd'hui avec son fils et sa fille. Donc, au niveau de l'orientation de son exploitation, il pratique les grandes cultures, mais également l'élevage bovin et plus particulièrement le blanc-bleu belge pour la production de viande. Alors, l'exploitation s'est également lancée plus récemment dans l'élevage de chèvres et la transformation et la vente directe à la ferme. Nous avons également Madame Marie Guillaume. Donc, Madame Guillaume est bio-ingénieure, comme on dit aujourd'hui, anciennement ingénieur agronome. Alors, elle a travaillé quelques années au Centre wallon de recherche agronomique, plus particulièrement concernant des aspects économiques dans le secteur de l'agriculture biologique, avec notamment l'outil Trésor Ferme, donc de gestion de la trésorerie des exploitations. Et depuis peu, elle a rejoint Terre en Vue, donc qui est une association qui, comme son nom l'indique, essaye d'aider les agriculteurs à trouver des terres à exploiter, puisque l'accès à la terre est un problème majeur aujourd'hui. Donc, son rôle est d'accompagner les démarches des personnes qui souhaitent s'installer dans le secteur agricole et trouver, bien entendu, le facteur de production essentiel qu'est la terre, le foncier. Nous avons également la participation de M. Patrick Mayerès. Donc, M. Mayerès est également bio-ingénieur, diplômé de Gembloux. Il a commencé sa carrière dans le secteur de la sélection génétique bovine. Il a ensuite rejoint l'Association wallonne de l'élevage, qui a changé de nom, qui s'appelle aujourd'hui Elevéo.
Et depuis 2008, il assume les fonctions de directeur au département des services aux éleveurs. Donc, la vulgarisation, l'encadrement, etc. Nous avons également aujourd'hui la présence de M. José Renard. Alors, M. José Renard aime bien dire qu'il est issu du monde rural, c'est très bien, et il a néanmoins eu le courage d'affronter les turpitudes de la ville, hein, tout d'abord celle de la grande ville de Gembloux, où il a effectué ses études donc, et est devenu ingénieur agronome. Ensuite, il a intégré le ministère fédéral de l'Agriculture, donc là, il est passé carrément à la capitale nationale, à Bruxelles, où il s'est occupé dès le départ de la politique agricole commune. Donc, il a suivi de très près les négociations internationales, ou les négociations en tout cas au niveau européen, et il a été même donc porte-parole de la Belgique au niveau du comité spécial agricole, donc qui est le comité des experts qui prépare le Conseil des ministres et donc les décisions qui seront prises par la suite. Alors, M. Renard a suivi bien sûr le train de la régionalisation, puisque le ministère fédéral a été régionalisé. Il est devenu inspecteur général responsable du département des politiques, justement, au sein du service public de Wallonie. Il en a assumé même pendant quelque temps la direction générale, avant de devenir chef de cabinet adjoint du ministre régional de l'Agriculture, plus particulièrement chargé justement de ce secteur agricole. Et depuis 2019, il est devenu le secrétaire général de la Fédération wallonne de l'agriculture. Enfin, last but not least, je les présente par ordre alphabétique et non par ordre d'importance. Madame Monica Schuster, donc Madame Schuster est docteure en économie agricole de la Katholieke Universiteit Leuven. Elle a été chercheuse et conférencière à l'Université d'Anvers, à l'International Food Policy Research Institute et également à la FAO. Donc aujourd'hui, elle est responsable des politiques alimentation et agriculture au sein de la section belge du World Wildlife Fund. Voilà, en quelques mots, présenter les acteurs d'aujourd'hui. Voilà, je passe maintenant la parole à nos deux animateurs, messieurs Guillot et Rondia. Merci. Merci Philippe pour cette introduction. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première question à nos invités, à nos panélistes. Donc, on sait que les exploitations bovines sont confrontées à de nombreux enjeux et doivent relever également des défis importants, que ce soit en matière alimentaire, au niveau climatique, démographique, au niveau territorial, environnemental, mais également au niveau de l'acceptabilité en lien avec les attentes sociétales. Et donc, la question est la suivante. Selon vous, quel serait le principal enjeu lié à l'évolution de nos exploitations bovines présentes en Wallonie? Qui veut ou qui souhaite se lancer le premier? Donc, on sait bien entendu que les enjeux, il y en a plusieurs, mais ce serait pour vous, quel serait le principal? Monsieur Gaumont, vous prenez la parole. Oui, mais nous avons d'énormes enjeux en termes d'image de notre production. Et un de nos grands défis est évidemment de garder des atouts et de garder un aspect très positif de nos productions. On est sans cesse confronté à des fausses informations au sujet de nos productions. Et je pense qu'une de nos missions, en tout cas, est de tordre le cou à toutes ces fausses accusations. Un des aspects, moi, qui me heurte, qui me choque, c'est par exemple quand on entend que les industriels de l'agroalimentaire
nous disent qu'ils vont fabriquer en laboratoire ce qui ressemble à de la viande. Ils font croire à grands coups de publicité et de marketing, ils font croire aux consommateurs que leur production va être plus naturelle, meilleure pour le consommateur, pour la santé du consommateur et meilleure pour l'environnement. Moi, quand j'entends ça, c'est des choses que je trouve absolument inacceptables. Et je pense que le consommateur fait preuve d'énormément de naïveté s'il croit ces affirmations du monde de l'agroalimentaire. Il suffit de voir avec très peu de scrupules ce qui est introduit, ce qui est inclus dans les mixtures qui sont faites par l'agroalimentaire. Et moi, ça me révolte parce que faire croire que tout ça va être meilleur, plus naturel et meilleur pour le consommateur que ce que nous produisons de façon naturelle, moi, je suis heurté par ça. Ça, c'est un des enjeux importants et je pense qu'on doit absolument tordre le cou à ce genre d'affirmation. Merci. Merci, Monsieur Gauman. Donc, si je comprends bien, l'enjeu premier, selon vous, c'est la question de l'image et donc de l'acceptabilité des productions et surtout de combattre les fausses informations qui pourraient circuler concernant l'image de nos productions bovines. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect économique. Hein. Mais enfin, voilà. Bien entendu. Merci. Monsieur Renard. Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on pourrait mentionner parce qu'ils sont un peu tous d'importance égale. Mais je voudrais peut-être en relever un qui va se situer aussi dans la foulée de ce que dit M. Gauman, c'est les évolutions de la consommation. Bon. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que nous devrions manger moins de viande ou moins de viande rouge, avec quand même là aussi un effet qui est la compétition et la compétitivité des viandes blanches, que ce soit volaille et porc, produites dans des conditions souvent moins liées au sol. Et concernant la viande bovine, on sait quand même ce constat de l'évolution de l'importance de la consommation hors domicile et qui se traduit par une augmentation de la consommation de viande plus transformée et peut-être une place des morceaux nobles qui auraient tendance à diminuer et on voit bien que c'est quand même aussi une des difficultés pour les opérateurs du secteur de réaliser ce qu'ils appellent l'équilibre carcasse, donc de valoriser l'ensemble de la carcasse. Et on voit que la moindre demande de morceaux nobles se répercute aussi sur le niveau des prix. Et je lirais à cela, mais quand même aussi le fait qu'on a peut-être tendance à l'oublier en Wallonie, c'est que finalement on a deux sources de viande bovine. Il y a évidemment l'élevage allaitant spécialisé, ce que les Français appellent les races lourdes, mais il y a aussi l'élevage laitier, où inévitablement, malgré tous les développements de l'utilisation de semences sexées et autres, je dirais qu'il y a toujours un veau sur deux qui naît qui est un mâle, et donc sa destination, malheureusement pour lui, à un horizon relativement proche, ça reste quand même l'abattoir et la fourniture de viande. Et idem s'agissant des vaches en fin de production. Et donc là, ce sont des produits qui peuvent aussi mieux répondre à une certaine demande en produits transformés, en viande hachée. Et je pense que c'est un des éléments que l'on va devoir peut-être encore plus prendre en considération. Et on reviendra peut-être plus tard dans le débat sur les impacts de la crise sanitaire, parce que je trouve que ça s'est traduit aussi par
une très forte segmentation du secteur de la viande. Merci, Monsieur Renard. Madame Schuster. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Effectivement, je conviens avec les autres que les enjeux sont nombreux et c'est souvent très difficile aussi de les séparer les uns des autres parce que c'est justement, on vit dans un monde complexe. Mais si je dois en choisir un, c'est clair que actuellement, il y a une compétitivité internationale qui influence à la baisse les prix et du lait et de la viande. Et donc, très souvent, on a vraiment un problème de rentabilité des exploitations actuellement qui enlève en fait toute marge d'autonomie de l'éleveur. Donc, ce qui fait que les éleveurs sont de plus en plus âgés, qu'il y a des candidats repreneurs qui se font rares. Et donc, pour moi, c'est clair qu'il faut retrouver une viabilité économique d'un modèle d'élevage qui répond aux enjeux et aux demandes de société du 21, de ce siècle-ci. Et donc vraiment de regarder, aussi de regarder les tendances, la demande, qu'est-ce qu'ils demandent les consommateurs aujourd'hui. On voit qu'il y a effectivement une baisse de la demande et donc d'interpréter cela, de les prévenir et d'adapter le secteur en fonction de cela pour maintenir une rentabilité économique. Merci. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent apporter des compléments par rapport à cette question? Oui, je peux peut-être embrayer par rapport à un autre enjeu que je soulignerais. C'est inévitablement la problématique de l'accès à la terre, puisque les élevages bovins sont intrinsèquement liés au sol et se caractérisent notamment par son besoin de surface. Or, aujourd'hui, en Belgique, en Wallonie, on se retrouve dans un marché foncier malheureusement totalement dérégulé, avec l'accroissement sans limite du prix des terres agricoles, dont la valeur spéculative est aujourd'hui totalement déconnectée de sa valeur agronomique. Et donc, voilà, au risque de paraître un peu caricaturant, on assiste en fait à une certaine polarisation. Aujourd'hui, on a d'une part des éleveurs plus âgés qui ont capitalisé dans leur outil de production tout au long de leur carrière et qui, en fin de carrière, justement, se retrouvent avec un outil de production très difficilement transmissible de par sa taille et sa valeur. Et d'autre part, on a également des jeunes qui veulent se lancer avec toute la difficulté du monde à trouver et à acquérir des terrains. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une dynamique où les fermes sont de plus en plus chères, où le capital foncier représente 50% déjà du capital total de la ferme. Et donc, où il est très difficile d'atteindre une rentabilité économique avec d'une part aussi une difficulté d'accéder tout simplement aux emprunts bancaires pour bénéficier, acquérir une ferme et par ailleurs pour obtenir assez de terres pour assurer son autonomie fourragère et la rentabilité de son exploitation. Merci, Madame Guillaume. Monsieur Mayorès? Je dirais peut-être juste un petit mot qui va un peu dans le sens des différentes interventions précédentes. Je suis tout à fait d'accord, quelque part, qu'un enjeu important pour l'agriculture aujourd'hui, c'est de refaire le lien avec le consommateur. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur a une image biaisée de notre agriculture. Je pense que nos agriculteurs, depuis 50 ans, ils ont toujours évolué, ils se sont toujours adaptés à l'évolution de l'attente des consommateurs. Donc, c'est vraiment important que ce lien reste fort entre les attentes des consommateurs et les agriculteurs. Et par rapport à ces attentes, il me semble important comme défi pour l'agriculture de demain, c'est que ces attentes-là, elles soient bien monitorées aussi pour qu'elles répondent à quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans le rôle de l'agriculture, c'est le rôle alimentaire. Je pense qu'il faut quand même
garder à l'idée le rôle de notre agriculture et quelque part les agriculteurs, pour avoir un lien fort aussi avec le consommateur, ben, il faut qu'on ait un objectif qui est celui de la noblesse de l'agriculture, c'est de nourrir les gens. Et ça me semble quelque chose d'assez important dans les défis, quand on voit aussi les attentes diverses qu'aujourd'hui de la société. Moi, je pense qu'un des défis principaux, c'est aussi d'en faire une agriculture qui reste une agriculture nourricière. Parfait. Ben merci à toutes et à tous pour vos réponses à cette première question qui permet d'embrayer à la suivante et notamment par les quelques mots mis dans la réponse de M. Renard. Oui, je vais embrayer sur justement sa réponse. En fait, moi, j'avais une question sur justement l'actualité plus en lien avec la crise Covid. Et M. Renard a effectivement évoqué les implications de cette crise sur le secteur. Alors moi, j'avais pensé une question plutôt, entre guillemets, positive, non pas sur les impacts négatifs, mais plutôt sur l'identification de potentielles opportunités que la crise Covid pouvait offrir pour le secteur. Je ne sais pas si vous avez une idée sur cette existence potentielle d'opportunités offertes par la crise, et si pas, bah alors envisageons les conséquences négatives de la crise ou les risques induits par les conséquences de cette crise. Je peux peut-être essayer de développer un peu ce que je disais en partant du constat que nous avons fait. En tout cas, surtout à l'époque du premier confinement, ça commence à dater un petit peu, mais oublier qu'à ce moment-là, tout le monde était, je ne vais pas dire enfermé chez lui, mais en tout cas, c'était télétravail généralisé obligatoire. Je dirais que le consommateur avait peut-être un peu le temps, ou mieux le temps aussi, de faire ses courses. Et tout ce qui était restauration collective, que ce soit les cantines comme le secteur HoReCa, était à l'arrêt. Et donc là, on a constaté un certain regain d'intérêt pour la viande fraîche, pour les beaux morceaux, ce qui a expliqué aussi en partie la hausse des prix du bétail bien conformé, et qui, à contrario, illustre aussi que dans la restauration collective, comme je le disais, on a peut-être plus de produits transformés, ce qui ne veut pas dire que tout soit mauvais, mais on est plus dans les hamburgers et dans ce genre de produits, y compris l'HoReCa. Donc, je pense que la crise sanitaire, de ce point de vue-là, a eu au moins le côté positif de remettre plus en lumière, disons, les morceaux plus nobles, sans pour autant dire que tout le monde mangeait du rumsteak tous les jours. Hein. Mais voilà, il y avait un ensemble de facteurs qui ont relancé un peu l'intérêt pour ces morceaux nobles, y compris d'ailleurs pour ce qui était vendu en direct par les éleveurs sous forme de colis de viande. Maintenant, je dirais le côté négatif ou le revers de la médaille, c'est que malheureusement, cet engouement-là ne s'est pas maintenu. Et à partir du moment où les consommateurs ont recommencé à travailler, pour toutes sortes de raisons bonnes et moins bonnes, mais la solution supermarché est redevenue attractive. Et donc, la plupart des gens qui font de la vente directe, pratiquement tous le disent aujourd'hui, notre niveau, notre volume d'activité est redevenu ce qu'il était avant la crise Covid, avec parfois des difficultés, puisque certains, dans l'urgence du confinement, se sont adaptés pour répondre à une demande des consommateurs qui faisaient la file chez eux. Et 1 an et demi après, c'était malheureusement plus le cas. Donc ça, je pense que voilà, il y a cette dimension-là qui était quand même importante
et qui a permis de redécouvrir les fermes et leurs activités. Monsieur, j'ai vu une main se lever, mais je me suis peut-être trompé, non? C'est la mienne, je l'ai abaissée peut-être. J'irais tout à fait dans le sens de José. C'était vraiment une opportunité quelque part qu'on a rencontrée pendant la crise Covid où on a eu quelque part le consommateur qui s'est reconscientisé par rapport à cette proximité qu'il y avait avec certains pans de l'agriculture, et entre autres avec le commerce et les circuits courts, sur lequel il faut qu'on capitalise sans doute beaucoup plus aujourd'hui. Dans les enjeux aussi, c'est d'essayer de continuer à cette confiance, ce lien de confiance qui s'est créé entre le consommateur et l'agriculture par rapport au côté local de cela. Alors sans doute que le circuit court n'est pas la seule solution, mais les différents points d'approvisionnement sont toutes une qui peuvent contribuer à ça. Et un des défis, sans doute, c'est de renforcer des cahiers de charges, des systèmes qui permettent de conforter le consommateur, d'un étiquetage local de quelque ordre qu'il soit, quelque part, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que derrière un étiquetage local, on peut mettre beaucoup de choses. Et sans doute que c'est des éléments importants, parce qu'on sent que le consommateur est en attente de ça aujourd'hui. Et il y a important sans doute de renforcer ça. Et la crise Covid, ça a été un peu une opportunité quelque part dans le cadre de la réponse à la question pour un peu reconscientiser le consommateur par rapport à ces éléments-là. Mais ce serait dommage que certains lobbies, on va dire, utilisent cette vague-là d'un point de vue purement commercial. Je pense que c'est important que cette vague, elle reste dans les mains des agriculteurs qui produisent un produit local, quoi, et que finalement on ne la détourne pas, quoi. C'est quand même un danger aujourd'hui. Donc, si j'entends bien vos arguments, la crise, finalement, elle a montré que la population locale n'était pas devenue, comme on a parfois tendance à le dire, viandophobe, et qu'en fait, ce sont les conditions de vie qui ont changé et qui ont permis une réappropriation, un rapport nouveau par rapport à la consommation de viande, et que donc, il faudrait peut-être se questionner sur cet élément-là pour déployer un nouvel axe de redéploiement économique, peut-être. Oui, Madame Guillaume, Marie-Guillaume, oui, pardon, oui. je n'ai pas vu la main. Oui, mais je compléterai ce qui vient d'être dit et je rebondirai aussi sur la situation des agriculteurs soutenus par Terre en Vue, qui pour la plupart s'inscrivent justement dans des circuits de commercialisation plus courts, vente à la ferme, point de vente dans des épiceries ou des coopératives. Et donc effectivement, lors du premier confinement, il y a vraiment eu une sensibilisation du consommateur et un attrait pour les circuits courts, et nos agriculteurs ont été inondés de demandes, ce qui souligne en effet cette nouvelle attente sociétale. Et la nécessité, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire au niveau du mouvement Terre en Vue, c'est de reconnecter le consommateur à l'agriculteur et aux agricultrices pour justement sensibiliser sur les réalités du terrain et sur nos produits locaux. Pour aussi voilà, prendre de la distance et du détachement par rapport à des campagnes publicitaires mentionnées en début de conférence. Par ailleurs, j'aimerais quand même souligner ici un peu le retour de flamme malgré tout. Je pense que le premier confinement nous permet de mettre en lumière une attente sociétale, mais parmi nos agriculteurs, tout du moins, ils nous ont également communiqué qu'il y a eu un peu le retour de flamme post-Covid avec des clients qui se sont rapidement, en quelque sorte, désintéressés du circuit court et qui sont rapidement revenus dans leur consommation et leur habitude de consommation d'avant. Aussi parce qu'en parallèle, et ça, voilà, monsieur l'a souligné précédemment, la grande distribution s'est emparée de certaines notions du manger local, du manger durable, et a très, très bien communiqué et focalisé leur communication dans ce sens-là.
Donc, je pense que oui, il faut rebondir sur cette crise sanitaire et oui, il faut souligner l'attente sociétale. Mais voilà, il ne faut pas perdre en vue justement ce mécanisme voilà, que la filière est en quelque sorte un petit peu phagocytée par la grande distribution, tant par leur communication que par maintenant l'appropriation de moyens de production comme le rachat de terres par Colruyt il y a peu. Donc voilà, je pense que c'est juste pour contrebalancer ce qui a été dit. Voilà. Merci. Une autre réaction sur le même sujet ou... Non? Bon, je passe la parole à Pierre qui va poser la question suivante. Merci Jean-Luc. Alors, dans la continuité, hein, à terme, quels sont les risques et les opportunités portés par l'environnement de la filière bovine wallonne? Et par environnement, on l'entend au sens large, c'est-à-dire que ce soit l'environnement social, économique, mais également écologique. Je vois une main levée de la part de Madame Guillaume. Alors, je ne sais pas si la main est restée levée ou bien si elle souhaite... Voilà, donc c'est vrai que c'est une question assez large qui embrasse pas mal d'éléments. Monsieur Gaumont? Je vais me lancer, voilà. Mais je considère que l'élevage bovin a des atouts considérables qu'il faut mettre en avant, en tout cas en ce qui concerne les contraintes environnementales. L'élevage bovin valorise énormément de sous-produits de l'industrie. Par exemple, les pulpes de betterave, nous les valorisons très bien. En ce qui concerne la consommation de soya, l'élevage bovin, les ruminants valorisent les sous-produits de l'industrie du soya, non pas le soya en tant que tel. Nous valorisons la pulpe de soya qui est déshydratée, le tourteau de soya, nos bovins les valorisent pleinement. Et contrairement à ce qui est prétendu de façon mensongère, on ne consomme pas la graine de soya en tant que telle. Ça, c'est un grand point qu'on doit mettre en avant. Et les atouts de notre production de viande pour moi, c'en est un. On valorise énormément de sous-produits de l'industrie, sans quoi tous ces produits, il faudrait les détruire et on ne saurait pas les valoriser. Ça, c'est un grand point pour moi, sur lequel il faut insister. Et alors, donc, nos fermes en Wallonie sont liées à l'environnement, elles sont liées à la culture, elles sont liées à nos productions végétales. Chez moi, ici, on produit énormément, sur la ferme, on produit énormément de fourrages qui sont consommés par les animaux et on achète très peu de matière à l'extérieur. On compense, on achète ce qu'il faut en protéines pour équilibrer les rations, mais tout le restant est produit sur la ferme et on valorise énormément de produits. On est lié au sol. Et alors, quand on considère que les prairies sont des puits à carbone, ce sont des aspects qui doivent être mis en avant absolument. Voilà, et je me suis un petit peu perdu dans ce que je disais, mais au départ, votre question, c'était quoi? C'est très clair. Là, vous avez mis en avant des opportunités qui sont portées par l'environnement écologique, on va dire, des exploitations bovines. En termes de risques, peut-être, quels risques verriez-vous, qu'ils soient social, économique, écologique éventuellement? Oui, il y a tout ça. Tous les risques sont là, évidemment. Tout ça dépend de la façon dont le consommateur va percevoir notre métier. Et alors, encore une fois, pour revenir sur ce que M. Mayorès a dit tout à l'heure, il ne faut pas perdre de vue que nous avons un rôle nourricier qui est essentiel. Alors, quand j'entends qu'on nous accuse d'être responsable de 15% des gaz, de production de gaz à effet de serre, de pollution, il ne faut pas oublier que si nous sommes responsables de ces 15% de pollution, nous sommes aussi responsables de 100% de ce qu'il y a dans votre assiette. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un aspect essentiel sur lequel on doit absolument communiquer. Maintenant, des risques, il y en a.
risques écologiques, risques environnementaux. Ben oui, il y en a tout plein, mais on doit absolument communiquer sur l'aspect positif de nos productions. Merci, Monsieur Gaumont. Madame Schuster, une réaction? Ah, votre micro. Voilà. Oui, merci beaucoup. Effectivement, enfin, quand on parle d'environnement, d'agriculture, on entend souvent vraiment cette opposition presque entre l'un ou l'autre monde, où il y en a un des deux qui doit gagner. Ça ne correspond pas vraiment à notre vision, parce que pour nous, voilà, la vision des personnes, pour nous, vraiment, tout est intrinsèquement lié. Il n'y a pas d'agriculture sans environnement, il n'y a pas d'environnement ou d'alimentation sans agriculture. Et je pense qu'il faut vraiment se baser sur un constat des faits et essayer d'avancer ensemble en essayant de vraiment en tirer des bénéfices communs et vraiment exploiter les win-win. Parce que, évidemment, d'un côté, l'impact de l'élevage sur des émissions n'est pas négligeable. Donc, c'est pas 15%, mais le dernier chiffre, c'est 13% des émissions totales sont liées à l'agriculture, dont une partie, plus ou moins la moitié, sont liées à l'élevage directement. Et c'est vrai que c'est le nord du pays qui concentre évidemment la grande majorité d'élevage plus hors sol. Mais aussi dans le sud des pays, il y a quand même un impact qui est non négligeable. Et donc, je pense que ça, c'est un constat qui est là. Mais de l'autre côté, il y a la biodiversité, où l'élevage a un grand potentiel de restaurer la biodiversité et de maintenir des prairies. Et donc d'avoir donc un impact sur la valeur biologique de ces prairies, et aussi de maintenir des stocks de carbone qui sont dans ces prairies permanentes, tout en offrant une valorisation économique à travers le pâturage. Donc évidemment, c'est un atout qui est non négligeable. Et pour nous, c'est vraiment important d'explorer un maximum ces atouts, et donc d'essayer de maintenir ou de promettre ou de garantir un avenir, un élevage et des formes d'exploitation qui sont intéressantes d'un point de vue biodiversité, aussi à des fins de conservation de tout notre patrimoine naturel, culinaire. Et ce qui est intéressant pour nous, l'opportunité, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui sont effectuées au niveau européen, mais aussi au niveau wallon, où pas forcément un élevage qui est plus compatible avec une meilleure performance environnementale n'a pas une performance économique qui est aussi intéressante. Et donc pour nous, ça, c'est clairement des opportunités qui sont à explorer, tout en regardant évidemment vers les consommateurs aussi, et de regarder qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut consommer, parce qu'évidemment, produire pour ne pas avoir des débouchés, ce n'est pas très prometteur non plus. Et donc, évidemment, à ce niveau, il faut distinguer entre ces différentes formes d'élevage. Donc, les laitiers, les bovins, etc., évidemment, ils réagissent d'une manière différente à des performances économiques et environnementales sont effectivement peut-être un peu différentes en fonction du type de l'élevage. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Pour nous, c'est vraiment important de voir ça d'une façon plus holistique et d'avancer ensemble. Évidemment, d'avoir des politiques qui appuient en fait ces transitions. Merci, Madame Schuster. Monsieur Renard, une réaction. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que le sujet est complexe. C'est vrai qu'au plan environnemental, je pense que l'élevage bovin wallon a un gros atout qui est celui d'être lié au sol, ça a déjà été dit. C'est lié au sol et lié à des prairies. Juste rappeler que la prairie, c'est quand même 45% de la surface agricole wallonne.
la surface agricole wallonne étant la moitié du territoire. Donc, vous voyez, on est à 25% de la Wallonie qui est en prairie. Et juste rappeler que les ruminants ont cette immense caractéristique de transformer des végétaux qui sont pour la plupart non comestibles par l'homme en denrées comestibles, viande, lait et autres produits. Et je pense que ça, c'est quand même la grosse différence entre les ruminants et les monogastriques en termes d'alimentation et de compétition par rapport à l'alimentation humaine, puisque chez les ruminants, chez les monogastriques, pardon, on est plus avec des produits qui pourraient être valorisés en alimentation humaine. Donc là, je pense que c'est vraiment une opportunité. Maintenant, cette opportunité-là, il faut la construire, il faut l'entretenir, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de social, mais il faut que les éleveurs continuent à tirer un revenu. Madame Schuster en a parlé un petit peu, mais je pense que ce qui sera vraiment important demain, si on veut encore de l'élevage, c'est que les éleveurs tirent un revenu de leurs activités, je veux dire plutôt que de leur activité. Ça pourra prendre différentes formes, mais ça voudra dire aussi qu'il faudra être très efficace au plan économique, raisonner sur les coûts, pouvoir maîtriser ses charges et essayer d'avoir le plus possible de valeur ajoutée dans la commercialisation. Si on peut parler, enfin encore peut-être de beaucoup d'autres choses, mais je pense que j'ai déjà quand même cité là 2 éléments centraux de la réflexion. Merci, Monsieur Renard. Madame Guillaume. Oui, merci. Mais je rebondirai sur les propos de Monsieur Renard. Tout d'abord, voilà, on parlait donc de la proportion de la superficie wallonne affectée à nos prairies nourricières. Et donc, je ne reviendrai pas sur les opportunités qui ont été bien listées par les différents intervenants, mais plutôt les risques que j'entrevois ici. Justement, si on veut un avenir pour notre élevage wallon, il y a lieu de maintenir ces surfaces cultivables et nourricières, et notamment ces surfaces de prairies. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de compétition pour l'usage et l'affectation des terres, que ce soit pour des usages non nourriciers, on peut parler des sapins de Noël, de la production d'agrocarburants ou même de loisirs pour des golfs ou que sais-je, ou l'artificialisation de nos terres pour voilà, la construction de lotissements ou de zoning. Et donc, ça, c'est une première chose, maintenir nos élevages et permettre toutes les opportunités qui ont été listées par les intervenants au départ, c'est aussi maintenir l'accès à la terre. Et par ailleurs, un autre élément qui vient d'être soulevé par M. Renard, c'est également la rentabilité de nos exploitations et donc permettre de tirer un revenu pour les agriculteurs. Or, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné précédemment, le frein de départ pour une reprise dans le secteur agricole, c'est notamment l'accès au foncier avec des prix de plus en plus déraisonnés. Et donc, je pense que voilà, il y a lieu d'investir une réflexion sur les mécanismes de régularisation du foncier agricole pour le maintien de nos terres nourricières, mais aussi pour préserver la rentabilité et l'accessibilité aux fermes pour les générations de nouveaux agriculteurs. Et je pense que il y a également lieu de souligner, et je rebondis sur les propos de Madame Schuster, par rapport à une vision et une politique holistique. Je pense en effet que c'est très important de pouvoir soutenir
politiquement et notamment via des mécanismes comme la PAC, nos élevages qui contribuent de manière sur l'aspect environnemental, notamment avec les puits de carbone, comme il a été mentionné. Mais si on ne pense qu'à ces mécanismes-là sans penser la régularisation du marché foncier, on va dans des dérives que nous avons malheureusement vues préalablement, à savoir une course à l'hectare avec une pression sur les terres agricoles, une augmentation des prix et donc une mise à mal de la rentabilité et de la reprise des fermes pour les agriculteurs de demain. Merci Madame Guillaume. Et Monsieur Mayorès. Je dirais juste un petit mot pour compléter la question de l'attractivité finalement du métier. Je pense que ça, c'est un élément qui est lié à l'inquiétude sociale. C'est qu'aujourd'hui, c'est clair que l'attractivité, elle est fortement liée aux perspectives économiques qui sont incertaines dans le secteur. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que l'attractivité du métier, dans le contexte sociétal comme il évolue aujourd'hui, est une chose qui est quand même peu évidente et qui pose beaucoup de questions par rapport à la reprise des exploitations. On observe l'âge moyen des agriculteurs qui est élevé, un problème de reprise qui se profile. Je pense qu'il y a le contexte économique est prépondérant par rapport à ça. La difficulté d'avoir une visibilité à moyen terme sur les objectifs, ce qu'on attend des agriculteurs est un deuxième élément. Mais il y a aussi l'évolution, une exploitation, une cellule familiale d'aujourd'hui n'a pas la même construction qu'une cellule familiale d'il y a 30 ans. Donc, c'est tous des éléments qui sont pour moi des enjeux sociaux aussi qu'il faut réfléchir dans le domaine de l'agriculture pour que le métier d'agriculteur soit attractif et que demain, l'âge moyen de la population agricole se réduise, quoi. Merci, Monsieur Mayorès. Oui, effectivement, donc la question de la transmission et de l'attractivité du métier, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais avant, j'ai une autre question qui fait écho à certains éléments qui ont déjà été mis sur la table, parce qu'on a parlé tout à l'heure de circuits courts, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, mais de manière peut-être plus générale, selon certaines analyses, il y a nécessité finalement de remettre la filière bovine dans une logique peut-être plus d'économie circulaire. Voilà. Alors, est-ce que c'est une nécessité ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Et si effectivement c'est une piste à creuser, quelles sont les solutions, en tout cas les voies opérationnelles à envisager pour effectivement inscrire de manière plus forte l'activité bovine dans une logique de circuit court et d'économie circulaire? Monsieur Renard? Merci. Je vais peut-être commencer par une boutade, mais je l'ai déjà écrit, donc je le rappellerai avec plaisir. Je trouve que précisément en élevage, on fait de l'économie circulaire depuis 10 000 ans. Par tout ce qui est, on a déjà abordé, M. Goma en a parlé, toute cette valorisation des coproduits, et on est parfois des sous-produits de toute une série d'autres activités. On a évidemment parlé de la pulpe de betterave, on pourrait parler des drèches de brasserie. Il y a une grande créativité en la matière, et ça, je pense que c'est vraiment important. Mais derrière cette question de l'économie circulaire, je vois deux aspects. Le premier étant celui de garder cette continuité entre l'élevage et les cultures. Donc aujourd'hui, tout le monde dit mais on manque de matière organique dans les sols. Quelle est la première source de matière organique possible? Ce sont les effluents d'élevage. Et bon, pour des raisons liées à l'économie, spécialisation des exploitations, aujourd'hui on a des exploitations d'élevage avec beaucoup de bétail qui ont parfois des excédents d'effluents d'élevage, des exploitations spécialisées en grande culture qui n'ont plus d'élevage, qui manquent d'apport de matière organique.
alors qu'il y a encore 50 ou 60 ans, cela se faisait naturellement au niveau de l'exploitation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose peut-être à reconstruire, d'avoir cette coopération entre éleveurs et agriculteurs pour justement pratiquer ce circuit vertueux, les éleveurs utilisant des sous-produits de l'activité des cultivateurs pour nourrir leurs animaux et à l'inverse, des effluents d'élevage étant destinés à fertiliser les sols. Et bon, qu'on soit clair entre nous, ce n'est pas du tout dire qu'on va importer des quantités astronomiques de lisier venant d'autres régions. Hein. Ce n'est pas ça que je veux défendre, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Et l'autre, ben, comme je l'ai dit, c'est le ruminant qui valorise des produits qui ne peuvent pas être utilisés dans l'alimentation humaine. Et donc, voilà, je pense que c'est deux aspects qu'il est extrêmement important à mettre en avant. Et j'aurais peut-être oublié de dire, vous avez parlé de circuit court et économie circulaire. C'est peut-être pas tout à fait deux choses. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas ensemble, mais bon, évidemment, le circuit court, on le raisonne beaucoup plus en termes de longueur de la chaîne de commercialisation de la production, tandis que l'économie circulaire, on peut effectivement la raisonner beaucoup plus au niveau de l'exploitation ou d'un groupe d'exploitation. Merci. Effectivement, ce ne sont pas deux notions synonymes et il y a des spécificités pour chacune des deux. Madame Schuster a aussi un élément dans le débat. Merci. Je suis très d'accord avec Monsieur Renner sur le fait que le modèle de polyculture élevage est par définition un modèle d'économie circulaire, donc vraiment un système de production agricole qui combine une ou plusieurs cultures, qui soit destiné à la vente, à l'alimentation des animaux et puis à un élevage. Et les animaux sont alimentés par les cultures et les prairies, lesquelles sont fertilisées en retour par des déjections. Donc, c'est tout un modèle d'économie circulaire. Mais évidemment, pour que ça marche, il faut un équilibre. Donc, il faut un équilibre entre l'échelle de la production d'effluents et aussi, ça doit correspondre aux terres disponibles. Et donc, ça, évidemment, il y a parfois un risque que ça soit en déséquilibre. On le voit actuellement en Flandre notamment, où c'est pas toujours, on n'a pas toujours un équilibre entre les deux. Et donc, il faut vraiment avoir un chargement qui soit vraiment aligné avec les terres. Et puis, la deuxième partie était par contre sur le soja. On y a touché, Monsieur Goman l'avait mentionné tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les considérations, parce que je suis d'accord que le tourteau de soja et les sous-produits sont souvent utilisés pour l'alimentation animale, mais le problème, c'est souvent qu'en Amérique latine, aujourd'hui, on produit pour obtenir les sous-produits. Donc, on produit du soja pas pour une autre utilisation, mais parce qu'on a envie d'avoir le tourteau qui va alimenter les élevages partout dans le monde. Après, on sait qu'en Wallonie, il y a un élevage qui est très nourri, principalement nourri ou très nourri à l'herbe comparé à d'autres endroits. Mais ça reste évidemment un problème quand on a à nouveau un déséquilibre entre les quantités qui sont importées et donc utilisées ici et qui ne proviennent pas tous d'un sous-produit. Et donc ça, c'est pour nous vraiment un point d'attention
où il ne faut pas détourner certaines ressources qui seraient par contre mieux utilisées directement en consommation animale ou enfin, consommation humaine. Merci. Monsieur Gaumont? Oui, mais bon, voilà, on nous accuse très souvent, mais je dis à tort, de consommer du soya. Nous, l'élevage bovin, ceux qui consomment le soya en tant que tel, ce sont les productions de porc, les productions de volailles. C'est surtout eux qui consomment énormément de soya en tant que tel. Nous, on consomme le soya, mais le tourteau de soya. Alors peut-être bien qu'à l'échelle mondiale, il y a d'autres régions où ils utilisent le soya en tant que tel, mais nous ici, on utilise le sous-produit de l'industrie du soya. D'ailleurs, on ne sait pas se le payer. Le soya en tant que tel, il est trop cher, il est inaccessible pour nous. Quand on engraisse nos bovins, on valorise les sous-produits de l'industrie du lin, de l'industrie du soya, mais pas le soya en tant que tel. Il est trop cher, il n'est pas accessible pour nous. On ne peut pas se permettre ça lors de l'engraissement et lors de l'élevage de nos animaux. Oui, Madame Schuster veut peut-être réagir. Oui, voilà, juste, je me rends compte que c'est effectivement un sous-produit, enfin, ou était en tout cas un sous-produit, mais si on regarde, il y a mes collègues qui travaillent beaucoup avec des producteurs en Amérique latine là-dessus, si on regarde la décision de production de soja d'un éleveur, d'un producteur, d'un agriculteur au Brésil, il fait pousser le soja, il y a 80% de la production qui va vers le tourteau, enfin, qui est broyé, qui est le tourteau, et le 20% enfin, qui va vers l'huile, etc. Même si le 80% est des tourteaux est moins rentable enfin, en soi, parce que le prix est plus faible, c'est quand même le 80% multiplié par un prix qui est relativement faible. Et donc, en total, si l'agriculteur doit prendre une décision de production du soja, il va se décider de quand même le produire parce qu'il y aura ce 80% multiplié par ce prix plus faible que je ne connais pas actuellement, mais comparé aux 20% d'huile qui est mieux valorisé. Et donc, il y a quand même un facteur, juste pour souligner le fait que le travail avec des sous-produits, c'est intéressant, tant que ça ne devient pas la raison de produire un sous-produit. Donc, et ça, c'est des dangers auxquels on est confronté plusieurs fois. Enfin, on va peut-être parler tout à l'heure pour la biométhanisation, etc. Peut-être c'est aussi parfois le cas. Donc, ça, c'est juste un risque réel et qui, pour nous, est évidemment, on prête beaucoup d'attention à ça parce que ça engendre pas mal de déforestation ailleurs. Après, on est bien d'accord que c'est les monogastriques, les principaux consommateurs, suivis par les laitiers, alors que le viandeux, on consomme presque, voilà, vraiment pas beaucoup. Merci. Une autre réaction, Monsieur Mérez? Oui, tout à fait. Je voudrais juste dire que pour moi, l'économie circulaire, et je pense que toutes les interventions aujourd'hui ont été dans ce sens-là, elle doit s'envisager à l'échelle d'une région et pas à l'échelle d'une exploitation. Parce que souvent, on fait l'amalgame et on aurait l'impression qu'on dit aux agriculteurs qu'ils doivent tous être, entre guillemets, en circuit fermé et de tout refaire et d'avoir des différentes spéculations. Mais je pense que c'est certainement pas la logique à entretenir. Et par rapport au débat du soja, c'est vrai que c'est un débat complexe, qui a des attentes du consommateur aussi par rapport à ça en termes d'image. Et je pense qu'il y a des initiatives, il y a des projets de recherche qui se mènent aujourd'hui pour essayer de développer des alternatives qui ne sont pas une réponse totale, mais qui sont une réponse partielle. Et je pense que l'élevage bovin est sans doute moins en danger par rapport à ces réflexions-là que d'autres spéculations. Mais je pense que tous les agriculteurs à un moment, ils avancent dans cette direction-là et l'enjeu final, ce sera le prix finalement. Parce que les agriculteurs, ils sont prêts à alimenter différemment leurs animaux, mais il faut que ce soit économiquement tenable. D'accord. Merci bien. Vous parlez d'alternatives. Quelles seraient ces alternatives en termes d'économie circulaire au niveau de l'alimentation des bovins? Merci. Oui, Monsieur Renard? Oui, mais voilà, j'avais demandé la parole. Excusez-moi.
Non, pas de souci. Au moment où M. Mayrès était en train de parler, mais voilà, ce que je voulais dire était assez proche de ces paroles sur lesquelles il a terminé. Pourquoi le soja est-il, depuis 50 ans ou 60 ans, aussi immensément utilisé en élevage? D'abord parce que c'est une protéine d'excellente qualité qui est disponible et parce qu'il y a des accords internationaux qui en ont facilité l'entrée. Parfois, on dit toujours que c'était pour permettre à la France d'exporter ses céréales dans de bonnes conditions. Donc, probablement que là, on doit avoir la réflexion au niveau de l'exploitation ou au niveau d'un territoire géographique sur comment renforcer l'autonomie alimentaire des exploitations avec peut-être des cultures de protéines, des cultures de légumineuses, comme la luzerne, comme le trèfle, etc., destinées à l'alimentation du bétail. Mais pour cela, et je suis tout à fait en phase avec M. Mayrès, il faut que microéconomiquement, ça soit plus attractif que d'acheter des aliments composés du commerce. Ces aliments aujourd'hui sont chers, sont très chers. Laurent Gaumont en a parlé, mais on a connu des périodes où ils étaient plus abondants et plus accessibles. Donc, voilà, il y a un moment, il faut que l'équilibre économique, microéconomique puisse se faire. Et une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à développer en Europe la culture en tout cas au nord de la Loire, pardon, les cultures de protéines, et particulièrement de légumineuses à graines, c'est d'une part la météo, mais d'autre part le peu de rentabilité de ces cultures. Parce que les rendements sont faibles, sont variables, on n'a pas toujours la qualité. Et donc, moi, Philippe a eu la gentillesse de rappeler que ma carrière était déjà longue. J'entends parler depuis longtemps de développer des cultures de protéines. Je vois plein de tentatives et je vois peu de tentatives qui aboutissent. Par contre, la valorisation de sous-produits et parfois, prenons un exemple wallon, la créativité que l'on a trouvée à Bio11 pour, en tout cas dans un premier temps, valoriser leurs sous-produits de bioéthanol dans l'alimentation animale est un exemple aussi à mettre en lumière. D'accord, merci. Pas d'autres points sur cette question? Non? Je repasse la parole à Pierre, alors, qui va enchaîner. Merci Jean-Luc. Alors, la question de la rentabilité a déjà été évoquée ici autour de la table, et comme je le comprends, c'est une question centrale. Et donc, la production bovine, justement, ne souffre-t-elle pas du fait que ces activités se caractérisent par une faible valeur ajoutée? Et si c'est le cas, comment y remédier? Quelles pistes pourrait-on envisager pour améliorer cette valeur ajoutée? Et est-ce que cette question de valeur ajoutée se pose avec la même acuité au niveau du laitier qu'au niveau du viandeux? Ton micro, Laurent. Oui, Monsieur Gaumont, on vous écoute. Oui, mais bon, on entend très souvent parler du circuit court, mais bon, le circuit court a ses limites. On ne sait pas tout valoriser à la ferme, c'est pas possible. Donc, on est forcément obligé à un moment ou l'autre de passer par des intermédiaires et de vendre à des bouchers ou dans la grande distribution, quoi. Donc là, on a un souci de valeur ajoutée. Maintenant, je ne sais pas, moi j'ai beau retourner le problème un petit peu dans tous les sens, je ne trouve pas de solution, je ne sais pas comment faire, à part vendre, valoriser à la ferme, mais à part cette solution-là, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour avoir une valeur ajoutée sur notre viande.
Bon, il y a des pistes, hein, mais concrètement parlant, sur le long terme, je ne vois pas bien, ce qu'on peut faire, hein. Alors, encore, enfin, c'est peut-être un petit peu hors contexte, mais ici en Wallonie, on a un problème avec nos abattoirs aussi, hein. Il ne faut pas oublier que l'AFSCA est rentré dans l'art de plein d'abattoirs et il y a plein d'abattoirs qui ont mis la clé sous la porte. Donc, quand on doit faire abattre des animaux, il faut faire des kilomètres et des kilomètres à l'échelle belge, c'est quand même important. Et moi, je trouve vraiment dommage cette histoire, c'est qu'on n'a plus d'abattoir de proximité, hein. Merci, Monsieur Gaumont. Pour le laitier aussi, parce que là, on envisage le viandeux, mais pour le laitier, vous avez aussi un... Ben, nous autres ici, on a développé une production de lait de chèvre et donc ma fille transforme une partie de la production en fromage, mais c'est une petite partie de la production, hein. La majorité de la production, on la commercialise via une laiterie et là, ben, évidemment, la plus-value, elle est loin, quoi, hein. C'est le prix, c'est le prix de l'industrie, quoi. Donc là, c'est dommage, mais c'est comme ça. Sinon, oui, ben, il y a toujours la possibilité de valoriser celui en lait de vache, celui qui fait du beurre, celui qui fait... oui, il y a possibilité de le faire, hein. Ça, je pense que et le consommateur est là pour réagir quand même à nos productions et il répond. En général, le consommateur répond et il est là. Ça, il n'y a pas à dire, hein. Bon, voilà. Maintenant, en termes de choix, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait du choix des consommateurs, mais il y a quelque chose d'important qui doit être dit. Le choix du consommateur, il va un petit peu là où on lui dit d'aller, hein. Et alors, les campagnes marketing et les campagnes publicitaires des grandes enseignes, elles ont une influence considérable sur le consommateur. Et là, quelquefois, le libre choix du consommateur est vachement remis en cause. Et c'est un petit peu, le consommateur, il va un petit peu là où on lui dit, hein. Voilà. Merci, Monsieur Gaumont. Madame Schuster, une réaction? Merci. Je vais enchaîner effectivement par rapport à ce que M. Gaumont vient de dire sur les surfaces commerciales, que souvent, malheureusement, un cœur la viande est utilisé comme produit d'appel dans différentes surfaces et évidemment voilà, ça aide pas beaucoup. Évidemment, il faut travailler au niveau du prix, ou en tout cas au niveau de aussi la promotion de certains produits, que cela ne devrait plus être acceptable sur ce produit-là. Et donc d'un côté, voilà, au niveau de travailler au niveau de la législation, mais aussi essayer de trouver, développer des modèles économiques pour certaines exploitations qui sont plus axées sur la qualité de certains produits et donc qui peuvent en plus d'un prix normal justifier un prix éventuellement supérieur à celui du marché. Notamment via une labellisation qui puisse reconnaître certaines manières de produire. Très souvent, il y a vraiment beaucoup de manières différentes de produire, mais finalement, ce qui rentre dans un délai, le cahier de charge est toujours le même. Et donc vraiment commencer à travailler un peu plus sur cette différenciation-là, ce qui pourrait permettre aussi une valorisation de certaines démarches environnementales qui sont effectuées sur le terrain et qui ne sont pas valorisées actuellement. Donc c'est clairement quelque chose qu'on considère comme quelque chose d'intéressant. À part, il y a d'autres leviers de soutenir les éleveurs, à maîtriser les coûts de production. Éventuellement plus d'aliments autoproduits, d'augmenter les périodes, d'évélages groupés, à certaines périodes de l'année. Il y a certains leviers, mais il y a aussi un manque de conseils éventuellement pour soutenir en fait, aussi à aller dans une maîtrise des coûts, notamment ceux qui sont liés à l'alimentation, qui sont, des coûts encore qui sont les plus importants. Et je termine pour une dernière piste,
qui est, à mon avis, quand même important, c'est que les services qui sont rendus par l'élevage, des services environnementaux, notamment voilà, par certains types d'élevage, de maintenir, maintenir les prairies, mais aussi en bon état de biodiversité biologique, ne sont pas reconnus économiquement. Et aussi actuellement, au niveau du paiement des primes PAC, les prairies sont sous-valorisées économiquement par rapport aux cultures. Et donc ça, c'est pour, voilà, ça ne donne pas des incitants intéressants pour les maintenir dans un bon état environnemental et agronomique. Merci, Madame Schuster. Donc, si je vous comprends bien, ce serait aussi d'aller voir vers de nouvelles sources de revenus, comme cette valorisation d'externalités et de fonctions de l'élevage qui ne sont pas directement rémunérées ou rémunérées en tous les cas à la juste valeur au jour d'aujourd'hui. Oui. Une réaction, oui, Monsieur Mayorès. Oui, donc je voulais dire 2 éléments. Comme on vient de le dire, dans la valeur ajoutée, il y a le prix de vente et il y a le prix de revient quelque part. Et José Renard le dira aussi bien que moi, quand on regarde les résultats des comptabilités de gestion dans nos réseaux, il y a des différences incroyables. Et donc, un accompagnement, renforcement de l'accompagnement des agriculteurs pour les aider à activer des bons leviers sont des choses sans doute à continuer à renforcer à l'échelle de la région wallonne, tant dans les bovins laitiers que dans les bovins allaitants. Je pense que c'est global. Après, par rapport à la vente directe, c'est sûr que tout le monde ne va pas se mettre à faire de la vente directe. L'inconvénient, c'est que les agriculteurs, ils sont fort isolés, finalement, chacun par rapport à son propre débouché. Aujourd'hui, on a vu quand même beaucoup d'initiatives dans la viande de coopératives d'agriculteurs qui s'associent. Je pense qu'on verra dans quelques temps la portée réelle finalement de ces coopératives et on peut qu'espérer que ça va permettre aux agriculteurs de reprendre un peu de pouvoir quelque part dans la négociation au niveau de leurs produits, qu'ils avaient du mal à faire de manière individuelle. Donc cette association, je pense que c'est aussi des voies pour tendre à ramener le bras de levier quelque part vers le secteur qui produit l'agriculteur. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on a peu de recul encore pour voir la portée réelle pour les agriculteurs de ces coopératives qui se sont créées ces derniers mois, années. Merci, Monsieur Mayorès. Monsieur Renard. Oui, mais je voulais abonder tout à fait dans le même sens. Je pense pour rechercher de la valeur ajoutée, il y a beaucoup de petits leviers. Et malheureusement, il n'y a pas un seul grand levier qui serait une réponse universelle. Donc, un de ces leviers, c'est de se regrouper, soit pour vendre, soit pour mutualiser certains coûts, voire pour faire les deux. Je voudrais peut-être juste ajouter là qu'on voit que certaines enseignes, c'est peut-être au départ une démarche corporate, responsabilité environnementale et sociale, mais sont très demanderesses d'entrer en contact direct avec des coopératives, parce que ça fait bien, mais en même temps, je pense que ça réduit la longueur de la chaîne et ça réduit le nombre d'intermédiaires. Donc, voilà, c'est un aspect intéressant sur lequel il faut aussi continuer à construire. Je pense que plus globalement, il faut aussi que dans l'arsenal législatif, on ait des encouragements aux agriculteurs à se regrouper, groupements de producteurs, associations de groupements de producteurs, voire même discussions interprofessionnelles pour mieux balancer les positionnements dans les discussions avec les grandes chaînes de distribution, parce qu'il ne faut pas oublier que la structure alimentaire, c'est un grand sablier. La base très large, c'est un grand nombre de producteurs, souvent individuels ou souvent un peu isolés, un nombre très faible d'industries de transformation, un nombre encore plus très concentré
d'enseignes de distribution et encore plus concentrées, les centrales d'achat. Et puis, à l'autre extrémité du sablier, on a les consommateurs. Et donc, effectivement, il y a des acteurs puissants et il faut se doter de l'arsenal législatif pour éviter toute forme d'abus de position dominante et aussi pour essayer de ramener le plus possible de valeur ajoutée vers les producteurs, parce qu'on voit que cette valeur ajoutée créée dans les dernières années a quand même été majoritairement captée par les maillons en aval. Et donc, il y a une question dans le chat qui pense est liée avec ce qu'on vient de discuter, qui est pourquoi le producteur de bétail doit-il passer par un intermédiaire? Le marchand de bestiaux pour la vente sur pied, c'est aussi une question complexe, je pense, parce que tout le monde ne vend pas son bétail dans un état d'engraissement pour le mener à l'abattoir. Il y a beaucoup d'éleveurs, en particulier des éleveurs naisseurs en Ardennes notamment, qui vendent ce que l'on appelle du bétail maigre, donc qui est vendu à un marchand de bétail, qui va lui-même le mettre au marché de Ciney, qui va le revendre à un autre marchand, qui va aller lui le placer chez un engraisseur. Et donc, c'est toute une chaîne où tous les intermédiaires doivent se rémunérer. Mais ça veut dire qu'on doit peut-être essayer de privilégier ce que l'on appelle les naisseurs-engraisseurs. Donc, je crois que comme Laurent Gaumont le fait, qui est d'engraisser son propre cheptel pour le mener à l'abattoir. Mais pour ça, il faut aussi que les conditions soient réunies. Et petite incise, quand on voit certaines décisions en Wallonie sur le plan stratégique de la PAC, notamment avec la charge de bétail, c'est une pénalisation pour les éleveurs engraisseurs. Voilà. On pourra peut-être y revenir à un autre moment, mais c'était aussi une incise que je voulais faire. Merci, Monsieur Renard. Donc, si j'entends bien, il y a également la question quelque part, et c'était un peu les propos de Monsieur Mayerès, de la réappropriation de la filière. Et ça rejoint aussi le côté plus holistique, ou en tous les cas de ne peut-être pas raisonner à l'échelle d'une exploitation, mais de raisonner à l'échelle d'un territoire. Alors, Jean-Luc souhaitait intervenir, et puis la parole sera à Madame Guillaume. Mais je vais peut-être d'abord laisser la parole à Madame Guillaume. D'accord. Oui, merci. Je voulais ajouter aux propos, et je souligne les propos de M. Renard, dans finalement toute la stratégie de la valorisation et de la captation de la valeur ajoutée, et qu'il n'y a pas de formule magique, comme l'a très bien mentionné M. Renard. Et donc, moi, je me rattache aux expériences des fermes ici soutenues par Terre en Vue, qui se distinguent chacune par leurs différences et leurs particularités, mais qui se rejoignent par différents points communs, et notamment la réappropriation de la valeur ajoutée par la transformation et la valorisation en circuit court de leurs produits. Alors, dans les faits, effectivement, ce sont des fermes qui se portent relativement bien économiquement. Ce sont aussi des fermes qui sont de taille raisonnable, qui sont d'autant plus facilement transmissibles pour les générations suivantes. Mais c'est vrai que ce sont des fermes aussi qui font face à d'autres difficultés, d'autres bémols, qui impliquent notamment des investissements en termes d'équipement, la conversion à d'autres métiers, la diversification qui entraîne la dispersion dans différents métiers et activités, et la difficulté de gestion du temps de travail, et aussi cette difficulté à maintenir la clientèle qui peut être malgré tout fort volatile. Et donc, je pense qu'ici, c'est important de souligner qu'il n'y a pas une solution miracle. Et donc, la richesse de nos exploitations aussi, c'est la diversité de leurs particularités. Et donc, surtout, limiter en fait le risque en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. Donc, écouler ces produits en circuit court, c'est bien, mais effectivement, penser aussi à d'autres valorisations qui s'inscrivent dans une chaîne plus ou moins longue, quoi, avec des opérateurs plus ou moins nombreux, mais d'où l'importance aussi d'une réglementation et
d'une régularisation à ce niveau-là. Merci. Jean-Luc? Ton micro, Jean-Luc. Excusez-moi. Oui, ce n'était pas une question, c'était plutôt un élément d'analyse à la suite de vos propos. Et si on réfléchit déjà en termes de prospective et d'évolution possible, à vous entendre, on a un peu l'impression que finalement la faiblesse, enfin une des faiblesses de la situation, un des facteurs qui est à l'origine de la situation des éleveurs, c'est finalement la forte atomisation de l'offre de produits bovins. Et donc, en termes prospectifs, si on veut résoudre ce problème d'atomisation, on pourrait envisager deux pistes. C'est d'une part, soit effectivement la logique de la coopération qui est mise en évidence par plusieurs d'entre vous, mais une autre logique, ça pourrait être celle de la concentration, autrement dit, de la réduction du nombre d'exploitations, avec des exploitations beaucoup plus grandes et qui auraient sur le marché un poids de négociation plus conséquent. Est-ce que ces deux scénarios vous semblent envisageables? Peut-être déjà, je pense que ce serait au prix de la caractérisation de notre agriculture qu'on connaît aujourd'hui, hein, de son lien fort avec le sol. Après, on voit malgré tout que des exploitations de plus grande taille s'installent, mais on est quand même dans un environnement particulier en région wallonne avec des superficies particulières, des zones de prairies. Je nous vois mal développer des gros pôles d'élevage industriel comme on peut voir dans Outre-mer, on va dire. Je pense qu'il sera une certaine limite chez nous, ne serait-ce qu'aussi par rapport à la main-d'œuvre. On reste quand même dans un environnement d'exploitation de type familial, malgré tout. À un moment, la main-d'œuvre est très chère. Et si on veut avoir des exploitations énormes, très concentrées, ça nécessite énormément de main-d'œuvre. Et donc, quelque part, non serait-ce que par rapport à la qualification de la main-d'œuvre et par rapport au coût de la main-d'œuvre, ça devient des choses assez particulières. Je ne pense pas que ce soit un modèle, en tout cas, qui soit le modèle qu'on souhaite qui se développe à outrance en région wallonne, en tout cas, quoi. On entend bien que ce n'est peut-être pas le modèle souhaité, mais c'est peut-être un modèle plausible. Surtout que dans des grandes exploitations, il y a quand même des économies d'échelle qui sont réalisées. Laurent, je pense qu'il faut mettre le micro. Ouais. Oui, ben voilà, vous n'avez pas tort, mais si on fait un petit peu d'histoire, si on retourne un petit peu en arrière, bien les exploitations ont déjà évolué dans ce sens-là. Moi, quand j'ai commencé, quand il y avait 100 animaux dans les fermes, c'était déjà très bien. Et puis alors, les circonstances économiques ont fait que pour avoir le même revenu, c'est plus 100 animaux, mais c'est 200 animaux qu'il fallait. Puis après, il en a fallu 300. Et maintenant, ce n'est pas exceptionnel de voir des exploitations de 300 à 500 animaux. Mais tout ça a une limite sociale. Il y a la césarienne, ne l'oublions pas, les vélages, il y a une limite sociale. Les éleveurs ne savent pas se couper en deux, ils ne dorment pas dans les tables, il y a que 24 heures dans une journée. Et alors, il y a le problème aussi de la main-d'œuvre qui, d'une part, elle est très chère, elle est impayable avec les revenus qu'on dégage pour le moment en production bovine. On ne dégage pas suffisamment de marge pour savoir se payer de la main-d'œuvre. Et en plus, il faut la trouver, la main-d'œuvre, parce que des gens compétents qui ont le coup d'œil et qui savent gérer des exploitations, c'est tout à fait exceptionnel, c'est très rare. Voilà. Donc, il y a tous ces aspects-là. Mais grossir les exploitations, je vais dire qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Cette fois-ci, on n'est plus au stade où on sait encore développer, encore produire. Et alors, n'oublions pas qu'il y a aussi la PAC qui est là et qui, par la force des choses, on est limité parce que dans nos aides PAC, eh bien, il y a des limites, il y a des plafonds et on ne peut pas produire comme on veut, autant qu'on veut. Il faut d'une part des références fourragères, des références d'hectares et sinon on ne bénéficie pas des primes, quoi. Voilà, merci. Monsieur Renard, une réaction par rapport à cela? Une petite réaction sur en tout cas la deuxième piste, parce que la première, j'ai souscrit, mais la deuxième de la concentration des exploitations, je pense que ça serait vraiment
se priver de l'atout qui est celui de l'élevage bovin wallon, c'est-à-dire le lien au sol et la prairie pâturée, quand on est avec plusieurs centaines, voire même plus de vaches laitières ou de bovins à viande, on n'est plus c'est plus possible de pâturer parce qu'il faut aller physiquement les faire faire paître les animaux très très loin de la ferme et on perd le rôle de surveillance que Laurent vient de mentionner. Et donc, ce serait avoir des exploitations où tous les animaux resteraient à l'intérieur tout le temps et il n'y aurait plus beaucoup de différence avec ce que l'on connaît en production porcine ou en production de volaille. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons des exploitations qui sont familiales, mais parce qu'il y a les parents, parce qu'il y a parfois 2 enfants ou 2 couples des enfants qui travaillent sur la ferme avec un cheptel qui est tout à fait conséquent, mais qui reste en équilibre avec les capacités de production fourragère de la ferme. Merci, Monsieur Renard. Mais donc, pour appuyer la question posée par Jean-Luc, donc effectivement, ce n'est pas le degré de souhaitabilité qui est ici questionné, c'est la possibilité qu'un tel scénario puisse survenir. Donc, de se dire, est-ce que ce serait possible de l'envisager, indépendamment du caractère souhaitable ou pas. Bon, on l'a compris que ce n'est pas ce que le secteur, ce vers quoi le secteur souhaite tendre, mais en tous les cas, c'est de se dire, est-ce que dans une démarche prospective, c'est le genre de scénario qui est totalement, enfin, qui est possible ou pas du tout, et on peut l'exclure d'emblée, parce que quelque part, pouvoir aussi imaginer l'improbable permet aussi de pouvoir davantage s'y préparer à ce niveau-là. Voilà. Une réaction de Madame Guillaume. Oui, merci. Donc, je rejoins en effet que la volonté, on est loin, j'ai très envie de vouloir soutenir ce deuxième scénario, mais je pense en effet que c'est un scénario qui doit être analysé au regard de ce qui se passe depuis tout simplement voilà, le temps d'une génération. Depuis 30 ans, la Wallonie a vu diminuer de moitié ses agriculteurs et ses fermes aussi, et dans la même période, la surface moyenne par exploitation a doublé. Et donc, on voit vraiment qu'il y a un phénomène de concentration des facteurs de production et de la terre. Et donc, si on reprend une statistique voilà, qui fait un peu peur, mais depuis 30 ans, c'est quand même 43 fermes qui disparaissent par semaine en Wallonie. Et si on se projette avec le nombre actuel de fermes, d'ici 2030, on n'aura plus beaucoup de fermes pour la superficie wallonne. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cette réflexion-là parce que c'est le scénario du pire, mais il n'est pas si loin, j'ai l'impression, malgré tout. Surtout au vu justement de la spéculation foncière, des terres qui sont de plus en plus chères, une incapacité des repreneurs, des potentiels repreneurs à reprendre effectivement la ferme, et donc finalement des fermes qui sortent du marché agricole et qui sont repris par des entreprises agricoles, et où là, ça questionne bien sûr toute la dimension environnementale et toutes les opportunités qu'on a citées au début de conférence sur nos élevages wallons, mais aussi qui questionne l'autonomie des agriculteurs, puisque dans ce schéma-là, on n'est plus sur un agriculteur moteur et acteur de sa ferme, mais tout simplement un agriculteur soumis en fait à une entreprise agroalimentaire. Donc, je trouve que c'est quand même important de se dire que c'est un scénario qui n'est pas si loin de ce qu'on voit depuis, depuis un certain temps. Merci, Madame Guillaume. Alors, dans le fil de discussion, justement, une réaction, une question qui est posée par un participant. Dans un tel schéma de grossissement des exploitations, ne renforcerait-on pas en parallèle encore plus le rôle des fabricants d'aliments composés, le pouvoir d'acteurs hyper intégrés, ce qui pourrait in fine se faire au détriment des exploitants? Donc là, ça fait écho à ce que vous venez de mentionner, Madame Guillaume.
Je ne sais pas si quelqu'un… Ah, Madame Schuster, pardon, je ne vous avais pas vu, ma levée. Oui, non, pas de souci. Effectivement, c'est une question intéressante parce que je pense que la réponse dépend un peu si on regarde l'amont ou l'aval de la production, parce qu'en soit, oui, le pouvoir de négociation d'un tel producteur pourrait augmenter vers l'aval, parce qu'il y a toute une, il y a une économie d'échelle et toute une production qui serait mise sur les marchés, et donc lui donnerait un pouvoir plus important. Mais c'est clair que un élevage qui tend vers un élevage nécessairement plus hors sol par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, ça donne un rôle plus important aux fabricants d'aliments en amont de la chaîne alimentaire, de la chaîne de valeur. Donc c'est clair que cela pourrait se faire au détriment des exploitations. En tout cas, il en perdrait d'autonomie, en termes d'autonomie. Et donc, j'ai juste envie de souligner ici que, effectivement, la Wallonie a un énorme atout de ces prairies, de ces prairies permanentes, très souvent pâturées, et qui diminue, elle aussi, depuis 40 ans. On a perdu 23% de ces prairies. Et évidemment, dans un modèle plus à grande échelle, ça deviendrait de plus en plus compliqué de faire sortir les bêtes, de les faire pâturer. Et donc, ça représenterait aussi une menace pour ces prairies-là qu'on essaye tous, en fait, absolument de préserver et de redonner une viabilité. Merci. Monsieur Gaumont, une réaction? Ben oui, ben c'est un scénario qui risque de se réaliser parce qu'en termes de compétitivité, c'est peut-être des exploitations qui seraient peut-être plus compétitives, mais au détriment des exploitations familiales et de la biodiversité partout, quoi, hein, globale, quoi, voilà. D'accord, merci. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera à épuiser l'ensemble des questions qu'on vous avait préparées. Et peut-être que c'est oui. intéressant de faire le lien avec la question qu'on souhaitait poser, justement, avec notamment la question du vieillissement de la population Oui. des exploitants, parce qu'effectivement, c'est aussi un facteur qui risque d'impacter la dynamique du secteur dans le sens de ce scénario qui n'est pas souhaité. Donc, on voit effectivement qu'on a souligné tout à l'heure la dégradation de l'attractivité du métier, d'une part. D'autre part, le vieillissement démographique de la population des exploitants, ce qui va générer sans doute assez rapidement des problèmes de transmission d'exploitation, d'autant plus que peut-être que, enfin, en tout cas, c'est ce qui se constate dans d'autres secteurs d'activité économique, c'est que le modèle de transmission des entreprises via les filières familiales, c'est un modèle sociologique qui commence à être questionné de plus en plus. Donc, est-ce que, justement, la dynamique démographique et sociologique ces dynamiques qui sont à l'œuvre liées au vieillissement ne constituent pas aussi un risque de glissement vers ce nouveau paradigme d'exploitation bovine en Wallonie? Merci Jean-Luc. Une réaction? Ah, Madame Guillaume. Oui, je pense en effet que c'est en lien direct avec voilà, le scénario qu'on a mentionné au départ. Parce qu'au niveau du secteur, on a vraiment une pyramide des âges totalement inversée, avec une moyenne d'âge de nos éleveurs de près de 55 ans, et malheureusement avec un taux de renouvellement très faible. Aujourd'hui, on estime qu'un agriculteur sur 5 en Wallonie a un repreneur. Et donc, ça veut dire que dans 10 ans, sachant qu'il y a un peu plus de 12 000 fermes en Wallonie, dans 10 ans, il y aura énormément de fermes à reprendre. Or, comme je l'ai mentionné avant, il y a toute la problématique de l'accessibilité et de la transmissibilité des fermes, notamment liée
à ce capital foncier qui gonfle de plus en plus et des prix de plus en plus déraisonnables. Et donc, on arrive finalement à une limite du modèle avec des jeunes, quand bien même ils sont là aux portes, incapables de reprendre la ferme familiale ou même quand c'est dans une transmission extra-familiale. Et je voudrais peut-être juste souligner par rapport à cette problématique du prix, je reviens souvent avec ça, mais je trouve que c'est quand même un enjeu et un driver majeur dans la question de l'évolution du secteur, c'est qu'au niveau de l'Observatoire du foncier agricole en Wallonie, on remarque que voilà, entre 2017 et 2021, il y a une augmentation de 12% du prix à l'hectare. Pour avoir une idée, en termes de moyenne, on est sur du 35 000 à l'hectare pour une terre de culture et 21 000 pour une terre de prairie. Mais quand bien même c'est une statistique intéressante, il faut bien se rendre compte que ça reste des moyennes avec une occurrence de ventes reprises dans l'Observatoire du foncier assez limitée et que nous, ce qu'on observe au niveau des acquisitions effectuées par Terre en Vue, ce sont des réalités beaucoup plus faramineuses. Je prends le cas très concret d'une ferme dans l'arrondissement de Neuchâteau, pour laquelle on a fait une première acquisition en 2015. Pour une terre de prairie, on était sur 18 000 € par hectare. 5 ans plus tard, une nouvelle opportunité d'acquisition se présente pour cette même ferme et nous sommes sur des prix de 32 000 € à l'hectare, liés à la pression notamment des pépiniéristes de sapins de Noël. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, avec des prix tels que plus de 30 000 € à l'hectare simplement pour une prairie, il y a lieu vraiment de se questionner sur la capacité à reprendre pour les nouvelles générations voilà, d'agriculteurs. Et donc, je pense qu'en termes de transmissibilité et de transmission des fermes, il y a ces doubles enjeux. Il y a l'enjeu de la comment ces fermes vont être transmissibles. Et puis, on l'a mentionné aussi, il y a les nouvelles attentes des jeunes qui diffèrent voilà, des attentes des éleveurs et des agriculteurs de la génération précédente. Et donc, au niveau de Terre en Vue, c'est vrai qu'on reçoit voilà, régulièrement des sollicitations de porteurs de projets, souvent non issus du milieu agricole, souhaitant refaire la ferme ou faire la ferme, mais tout en ayant une vie à côté et tout en ayant aussi envie d'intégrer d'autres activités dans leur quotidien. Et donc, c'est vrai qu'on est sur alors des nouveaux modèles, des modèles, on va plus facilement sur du collectif pour mutualiser l'outil ou pour voilà, diminuer la difficulté et de la mutualiser aussi, et aussi sur des systèmes avec des activités agricoles comme une activité complémentaire. Et pour nous, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, au vu de l'immense défi qu'est la transmission des fermes au vu de l'âge moyen des agriculteurs, c'est un public à prendre en considération, quoi. C'est une question prégnante. Alors, une réaction de la part de M. Renard, puis de M. Gaumont, et enfin de Mme Schuster. M. Renard. Je pense que la question de la transmission des exploitations et peut-être plus globalement du renouvellement des générations est tellement vaste que j'étais en train de me dire on pourrait faire un thème de recherche et demander à l'IWEPS d'organiser l'année prochaine un nouveau cycle de conférences là-dessus, parce qu'il y a effectivement le problème de l'accès au foncier, mais il n'y a pas que celui-là. Je pense qu'il y a aussi toute la question de la pénibilité du métier, en particulier du métier d'éleveur, qui est quand même un métier qui demande de la présence 7 jours sur 7, qui laisse peu de liberté, et même avec des nouvelles technologies, comme par exemple le robot trayeur. D'abord, c'est quelque chose qui coûte très très cher et qui reste du matériel fragile avec des risques de panne, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. Donc, malgré ces nouvelles technologies, comme le disait Laurent Gaumont, rien ne remplace l'œil du maître, et le travail de gestion de l'élevage est extrêmement important. Et je pense aussi que pour rendre le métier attractif, il y a cette question que l'on perçoit régulièrement, qui est celle du sens du métier. On a déjà beaucoup parlé de la fonction nourricière,
Mais je pense que, à l'inverse de leurs aînés, les plus jeunes agriculteurs vivent parfois assez mal de s'entendre dire qu'ils sont des empoisonneurs ou qu'ils ne respectent pas l'environnement alors qu'ils font de très, très gros efforts et qu'ils sont très contrôlés à ce sujet. Merci. Monsieur Gaumont. Oui, mais c'est sûr que l'aspect foncier est quelque chose de considérable, hein. Le coût de la terre est absolument impayable et ce n'est pas l'agriculture qui finance les terres à ce prix-là, hein, au prix qu'on connaît qui sont pratiqués actuellement. C'est la spéculation foncière, c'est les investisseurs, c'est tout ça qui fausse le marché parce qu'à l'heure actuelle, en Belgique, mais malheureusement, nous sommes un petit pays qui est très peuplé. Et il y a besoin de terrain et le terrain est très rare, il est très cher, il est impayable et que ce soit même pour nous qui sommes installés ou pour des jeunes qui veulent s'installer, l'accès au foncier est un problème tout à fait considérable et qui détermine la viabilité ou la non-viabilité d'une ferme, certainement ça. Et il faudra à l'avenir que, moi je pense que nos dirigeants doivent se positionner très fermement à l'avenir et mettre quelque part une certaine limite ou je ne sais pas par quel un mécanisme en place pour que les fermes, le foncier reste dans les mains des agriculteurs et non plus de la spéculation et des investisseurs et des sociétés immobilières. Merci, Monsieur Gaumont. Madame Schuster. Oui, c'est à propos de la question au début aussi sur l'augmentation du modèle hyper-productiviste et la course vers l'agrandissement. C'est clairement lié au fait que nos agriculteurs sont de plus en plus livrés à une compétition internationale qui évidemment ne cesse d'influencer à la baisse les prix du lait, de la viande. Et donc, comme réaction, on va vers une course à l'agrandissement, vers un modèle de plus en plus productif. Et là, comme levier d'action qui est quand même très important, c'est des leviers commerciaux au niveau de l'Europe. C'est pas la Wallonie évidemment toute seule qui va le résoudre, mais notamment maintenant au niveau de l'Europe, on parle beaucoup de clauses miroirs et donc vraiment d'une réciprocité au niveau de la production ici et ailleurs en termes de standards sociaux et de standards environnementaux également. Donc, par exemple, il y a une nouvelle loi qui est en train de se négocier au niveau européen sur la déforestation importée sur les produits qui sont importés en Europe, notamment qu'un bœuf qui est produit ailleurs doit respecter les mêmes règles environnementales qu'ici en Wallonie. Enfin, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on a envie d'aller au niveau européen vers une plus grande réciprocité des normes. Et c'est un levier évidemment important pour empêcher cette Oui, course. oui, oui. Ah, c'était pas bon. Voilà. Ok, merci. Madame Guillaume. Ou... J'avais pas enlevé ma main. Ah, C'était pour d'accord, moi. voilà. Alors, pour rebondir sur un élément qui finalement a été peu abordé ici, si ce n'est par Monsieur Renard, donc une réaction au niveau du fil de discussion. Pour l'instant, l'intérêt du numérique et de la robotisation n'a pas du tout, maintenant on peut dire, n'a presque pas été évoqué. Quid de ce sujet, par exemple, vis-à-vis de la pénibilité? Donc, est-ce que le numérique, la robotisation pourrait simplifier finalement le travail ou rendre moins pénible le travail de nos éleveurs, de nos agriculteurs? Monsieur Mayerès. Je pense que l'évolution des technologies contribue à l'évolution de l'agriculture et ça peut avoir un impact, on va dire, sur la pénibilité, pour reprendre le terme qui est indiqué ici. Donc clairement, ça fait partie de l'agriculture d'aujourd'hui, que ce soit dans les élevages laitiers ou les élevages allaitants. Ce sont des outils qui sont à disposition de l'agriculture aujourd'hui pour être
plus performant finalement pour que l'agriculteur puisse se reposer sur des outils pour faire des choses complémentaires à son œil pour lesquelles il ne peut pas avoir un suivi permanent. Après, je dirais quand même que tout investissement doit être raisonné par rapport à l'exploitation qu'on a. Les technologies restent des éléments qui représentent un investissement à l'échelle d'une exploitation et qui nécessitent à ce moment toujours de pouvoir être étudiés à l'échelle de la ferme pour voir le rapport coût-bénéfice. Mais aujourd'hui, on voit que la robotisation dans les élevages laitiers est un phénomène qui s'étend de plus en plus. Quand il y a une nouvelle installation, souvent maintenant, la case robot est envisagée. Et je pense que c'est principalement dû à l'évolution du contexte social dans les exploitations où ça permet une plus grande liberté au niveau de la gestion du troupeau laitier. Il y a d'autres technologies qui permettent de suivre les chaleurs, les vélages. C'est toutes des technologies aujourd'hui qui sont existantes et que l'agriculture serait bien bête, entre guillemets, de ne pas les utiliser parce que c'est à la fois dans l'intérêt de l'agriculteur, c'est à la fois dans l'intérêt de l'animal et du système dans sa globalité, quoi. Merci, Madame Schuster. Une réaction par rapport à Oui, cette bah, thématique? c'est juste un point d'attention, une préoccupation en tout cas, que toute technologie évidemment n'est pas gratuite. Et donc ça demande, donc évidemment ça réduit la pénibilité comme ça a été dit, mais évidemment ça va aussi avec des investissements, peut-être des endettements. Alors que la demande ne fait que baisser. Et donc, c'est un peu la question, est-ce qu'on a envie d'aller vers des solutions technologiques ou est-ce qu'on a envie de aussi adapter le mode de production avec des solutions qui sont éventuellement moins coûteuses et ne demandent pas les mêmes investissements, qui bloquent aussi l'agriculteur pendant plusieurs années dans un certain modèle. Merci. Donc, si j'entends bien, c'est effectivement, ça peut être une aide, mais en tous les cas, c'est un choix qui doit se raisonner, y compris sur le plan financier. Alors, au niveau, donc je remonte un peu le fil de la discussion. Au niveau des abattoirs, donc cela a été mentionné que le nombre d'abattoirs diminue et d'où la question, quel pourrait être l'intérêt des abattoirs mobiles? Où en est-on? Si je peux répondre, des Allez-y. abattoirs mobiles, pour le moment, moi, je n'en connais pas. Et il y a des estimations qui ont été faites ou des études qui ont été faites, en tout cas, pour les mettre en place. Mais jusqu'à présent, le coût est tel que c'est pratiquement impossible à mettre en place. Voilà. Maintenant, je le déplore, c'est dommage, et on continue à étudier les possibilités, mais c'est pratiquement des choses qui sont, c'est pas économiquement parlant, ça ne tient pas, quoi. C'est très compliqué et c'est fort difficile. D'accord. Merci pour cet élément de réponse. D'autres réactions par rapport à cette question posée? Sinon, Jean-Luc, tu souhaites... Ah, ton micro, Jean-Luc. Désolé. Si on prend encore d'autres questions de l'auditoire, entre guillemets, sinon je voulais juste attirer justement, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été mis sur la table grâce aux échanges aujourd'hui, c'est effectivement, c'est peut-être en guise de conclusion, si tu me le permets, Pierre, sur le fond, c'est effectivement, on voit que les enjeux sont nombreux et que les risques sont nombreux aussi, et que pour aborder ces risques, il faut vraiment développer une approche systémique et d'autre part, dépasser une approche aussi micro-entrepreneuriale, si j'ose dire. Il faut vraiment envisager les dynamiques entre les exploitations. Et alors, en ce qui concerne la pertinence d'un exercice prospectif sur le secteur bovin,
je pense que dans les derniers échanges qu'on a eus tout à l'heure, notamment sur le scénario repoussoir, ça me remémore finalement les quatre questions fondamentales qu'on se pose en prospective, qui sont finalement la première qui est celle de ce qui peut advenir. Et donc, effectivement, les scénarios restent ouverts. Donc, les futurs possibles du secteur bovin en Wallonie restent ouverts. Il n'y a pas une voie qui s'impose ou qui est unique. Donc là, l'éventail des possibles, il est quand même assez ouvert. Et donc, la deuxième question qui se pose dans une dynamique prospective, c'est par rapport à ces futurs possibles, c'est que pouvons-nous faire au niveau régional? Et troisième question qui en découle, c'est qu'allons-nous faire? Autrement dit, quelle est l'option qu'on va privilégier? Et donc, effectivement, là se pose la question du modèle que l'on veut mettre en avant. Et là, effectivement, on sent qu'il y a, du point de vue des opérateurs de terrain, un modèle qui est privilégié. Mais encore faut-il aussi que ça se traduise aussi par une prise de position claire et explicite des acteurs politiques. Et une fois que parmi les futurs possibles, imaginez, on aura choisi un avenir souhaitable, un futur souhaitable, eh bien, il faudra réfléchir aussi au chemin à emprunter pour concrétiser ce futur souhaité. Donc, on le voit, la pertinence d'une réflexion prospective par rapport au secteur bovin, pour moi, elle m'apparaît encore plus aujourd'hui à la lumière de nos échanges, et j'attends vraiment avec impatience la poursuite du projet et surtout ce qui va en découler. Donc, ce que j'espère, c'est effectivement une explicitation d'un modèle normatif qui serait porté à la fois par les acteurs de terrain et par les opérateurs politiques. Merci Jean-Luc. Monsieur Gaumont, une réaction? Les éleveurs wallons que je côtoie depuis une cinquantaine d'années ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et de beaucoup d'idées pour arriver là où on est arrivé. On a eu, évidemment, le directoire, ce qui dirige tout ça, c'est l'économie. Et moi, je me rappelle dans les années 70, quand j'étais gamin, comment ça fonctionnait, comment on fonctionne maintenant. C'est la sélection du blanc-bleu belge, en tout cas, où on en est arrivé à l'heure actuelle. Tout ça, c'est grâce à l'ingéniosité des éleveurs. Et je pense qu'il y a encore de belles choses que l'on peut faire. Et ce sont évidemment les plus performants économiquement parlant, je vais dire, qui sont leaders et qui ouvrent la voie, qui montrent l'exemple pour les autres travailler. Mais voilà, on a en tout cas dans nos mains des atouts qui sont considérables. On a une belle région, on a des prairies, on a une capacité de production qui est fort importante en termes de fourrage, en termes de matières premières. Il y a bien évidemment des choses que l'on doit améliorer. Et alors, ce que l'on doit mettre en avant dans tout ça, c'est qu'on a un fleuron dans nos mains, on a le blanc-bleu belge, qui est la Rolls-Royce en termes de production de viande. En termes d'indice de consommation, en termes de compétitivité, c'est quelque chose qu'on doit impérativement mettre en avant. Il est essentiel de le faire. Maintenant, ce n'est plus, maintenant, on arrive à la fin du débat, on ne va plus remettre ça sur la table, mais je pourrais vous en parler très longtemps. On a des atouts qui sont considérables avec le blanc-bleu belge. Il est essentiel de les mettre en avant, de les exploiter au mieux. Mais je crois qu'on a des cartes en main qui sont essentielles et on a de belles choses encore à mettre sur la table et pour notre avenir en tout cas. Voilà ce que je pense. Merci Monsieur Gaumont. Monsieur Mayorès? Oui, je vais faire un mini plaidoyer qui renforce cet élément et je veux pas. La diversité des races, elle est importante, elle est intéressante et on encadre et on soutient toutes les races. Mais c'est vrai que le blanc-bleu belge, outre les avantages qui viennent d'être cités, par rapport à une des questions que je voyais dans le fil d'actualité par rapport aux capacités d'exportation et au marché mondial, le blanc-bleu belge, il nous protège aussi par rapport à la qualité différenciée de sa viande, par rapport à la viande qui est produite en dehors de nos frontières belges. Et quelque part,
c'est un vrai avantage, indépendamment de tous les avantages intrinsèques à la race qu'on a discuté tout à l'heure, c'est de garder une présence forte de la race parce qu'elle a un produit différent qui nous protège du marché un peu international qui produit une viande plus classique comme on retrouve dans des différents pays. Alors bien sûr, comme je disais en introduction, il y a une place pour tout le monde, mais ce serait un vrai danger pour la Belgique, je pense, si le belge venait à devenir minoritaire, parce que ce serait l'ouverture complète à un produit qui est le même à ce moment-là au niveau de la viande, comme c'est le cas pour le lait finalement, où qu'il soit produit, quoi. Voilà, c'était un petit complément. Merci, Monsieur Mayorès. Alors, je pense qu'il est temps de conclure cette table ronde et je vais repasser la parole à Monsieur Burny. Et avant cela, je souhaitais remercier chacune et chacun d'entre vous de vous être prêté volontiers à cet exercice qui est loin d'être évident sur une thématique qui couvre énormément d'aspects et dont on n'a pas épuisé le fil des questions, d'où, et je rejoins la proposition de Monsieur Renard, de pouvoir refaire ou proposer en tous les cas un prochain cycle au Collège Belgique sur une thématique plus ciblée et toujours d'actualité pour le secteur. Voilà. Philippe, c'est à toi, à moins que Jean-Luc, tu souhaitais également... Moi, je vais remercier les apports de chacun parce que, indépendamment de l'actualité présente dans cette leçon, c'est aussi des éléments qui vont qui vont nourrir notre réflexion prospective. Et je pense déjà que en termes de scénarisation, enfin, ou autrement dit, en termes d'identification des futurs possibles, moi, les échanges qu'on a eus aujourd'hui m'ont vraiment inspiré. Et donc, je vous remercie énormément pour vos apports. Merci. Philippe, Voilà, la parole est à toi. Merci Pierre. Donc, si je peux conclure notre cycle de conférences, mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça a été une expérience vraiment enrichissante. Alors, je l'espère pour les personnes qui ont visionné ces 4 conférences ou 3 conférences et une table ronde. Je l'espère aussi pour nos panélistes d'aujourd'hui et j'en suis certain, bon, Pierre et Jean-Luc l'ont dit, pour les membres de notre équipe ProBOF. Donc, ça nous a permis en fait de faire le point de nos travaux, de baliser un petit peu ceci. Ça nous a beaucoup enrichi, on a beaucoup appris, je crois, au travers des échanges que nous avons eus, des questions qui ont été posées, et ça nous permet aussi de voir probablement plus clair pour la suite des travaux. Donc, rappelons justement aussi que nos travaux sont toujours en cours. Bon, ils vont bien sûr aboutir à un moment donné, mais donc le débat, les réflexions ne s'arrêtent pas ce soir et ne s'arrêteront évidemment pas non plus avec la fin du projet ProBOF. Ce que nous voulons faire, c'est essentiellement susciter la discussion. Donc, nous ne voulons pas du tout dicter une conduite ou fixer un point d'arrivée. D'une part, tous les chemins mènent à Rome, comme l'on dit, mais en plus de ça, nous ne voulons pas nécessairement, absolument aller à Rome. Donc, nous voulons balayer le champ des possibles, comme disent les prospectivistes, mais bien sûr, essayer de voir comment on pourrait envisager l'avenir, se poser de bonnes questions afin que chacun puisse se positionner. Voilà, donc il me reste tout simplement à vous remercier tout le monde, encore une fois, les personnes qui ont assisté à nos conférences et à cette table ronde et à qui ce cycle était destiné. Donc, j'espère qu'ils ont apprécié cette organisation, ce qui a été dit, l'opportunité qu'ils ont eue de s'exprimer et peut-être, espérons-le, d'apprendre quelque chose. Merci, bien entendu, à nos panélistes et à nos conférenciers, donc aux membres de notre équipe. Et enfin, bien sûr, merci au Collège Belgique d'avoir sélectionné notre proposition et aussi pour l'excellente organisation logistique
Ce n'était pas évident. Bon, le Covid, on en a parlé déjà, est passé par là. Mais je crois que malgré ce manque de contact direct avec les technologies modernes, on est arrivé à des résultats tout à fait positifs. Voilà, donc merci, bonne soirée et à très bientôt certainement.